Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Garam Science. Donc, dans cette première vidéo, je vais vous présenter la théorie de la gravitation disruptive. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie de la gravitation qui est basée sur une légère modification de ce qu'on appelle la métrique de Schwarzschild. Alors, c'est pour ça en fait qu'elle a les mêmes pouvoirs de prédiction que la relativité générale de Einstein. Alors, vous savez sûrement que la relativité générale, c'est la théorie de base qu'on utilise pour la cosmologie. Et le problème, c'est que depuis plusieurs décennies maintenant, on n'arrive toujours pas à comprendre environ 95% de l'énergie de l'univers. Ce qui veut dire qu'on est vraiment en droit, je pense, de remettre en cause en fait la théorie de Einstein. On peut se demander si c'est vraiment la bonne théorie à utiliser. Ce qui n'est pas sûr en fait. Bon, ce qu'on sait au moins, c'est que c'est une bonne théorie. Donc qu'est-ce que ça veut dire une bonne théorie d'abord? Une bonne théorie, c'est une théorie qui fait des prédictions. Et ces prédictions sont mesurées avec une bonne précision. C'est le cas pour la théorie de la relativité générale. Donc il y a eu plusieurs tests qui l'ont validée. Ou du moins, c'est ce qu'on entend tout le temps. On entend dire que la relativité générale a été validée. En fait, non. Ce qui a été validé, c'est ce qu'on appelle la métrique de Schwarzschild, la solution sphérique aux équations de Einstein. C'est ça qui a été validé, avec une très grande précision. Pas les équations de Einstein. Donc c'est pour ça qu'une théorie qui est basée sur une correction d'ordre 2 de la métrique de Schwarzschild aura les mêmes prédictions en réalité. Mais par contre, ce qui va changer dans cette théorie-là, c'est la façon dont on pense la gravitation. Alors, vous savez que la gravitation a changé le statut. Au départ, avec Newton, on pensait que c'était une sorte de lien invisible entre deux points, qui s'attiraient entre eux par un lien invisible que Einstein appelait une sorte d'action à distance bizarre. Et Einstein, quelques siècles plus tard, est arrivé après Newton et a dit que la gravitation serait bien mieux décrite comme étant une courbure de l'espace-temps et non pas une simple force. Bon, maintenant, il faut comprendre ce que précisément ça veut dire une courbure de l'espace-temps. Alors pour ça, il y a un formalisme mathématique qui a été créé. On appelle ça le formalisme lagrangien. Les équations du mouvement d'un corps sont dérivées grâce à une équation lagrangienne, qui est écrite ici. Donc là, ça fait apparaître une variable temporelle, le temps. Et vous savez sûrement que le temps, en relativité, est relatif, d'où le nom justement. C'est-à-dire que ma montre ne donne pas la même heure que votre montre. Chaque corps en mouvement a sa propre horloge. Et T, c'est une horloge quelconque. Alors, dedans, vous voyez aussi apparaître la lettre L, qui est ce qu'on appelle le lagrangien. En relativité générale, on utilise le lagrangien suivant. Et ce lagrangien-là a pour interprétation que la gravitation est une courbure de l'espace-temps. Donc ça, c'est vraiment la façon mathématique de l'écrire, et la façon intuitive de l'exprimer, c'est la courbure de l'espace-temps. Donc M0, c'est la masse du corps en mouvement, C, c'est la vitesse de la lumière, G mu, c'est l'objet mathématique qui décrit comment est-ce que l'espace-temps est déformé. Donc G mu, ça code en fait la courbure de l'espace-temps. Le reste, peu importe. Si l'espace-temps était plat et que la gravitation était une force, donc une force dans un espace-temps qui est plat, voici comment on l'écrirait. Donc le lagrangien s'écrirait MC, de la même façon qu'ici. On mettrait état mu pour dire que c'est un espace-temps qui est plat et non pas un espace-temps qui est courbé. Et on ajouterait un terme de potentiel pour dire que c'est une force. Donc pour dire que c'est une force, on met un terme de potentiel et la courbure est écrite dans la métrique, dans le état mu ici pour plat et G mu pour courbé. En gravitation disruptive, on dit que la gravitation, c'est une force capable de courber l'espace-temps. Eh bien, comment est-ce qu'on l'écrit? Tout naturellement, on dira que l'espace-temps n'est pas plat, mais il est courbé. Donc, on va effacer état mu et on va le remplacer par G mu. Et on garde le terme de force, mφ, ou φ, c'est ce qu'on appelle le potentiel gravitationnel. Donc là, c'est le lagrangien de la gravitation disruptive, que je note GD ici. Et RG, c'est pour dire relativité générale. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que, en remplaçant le lagrangien dans l'équation, est-ce qu'on va avoir les mêmes équations en considérant que la gravitation est une courbure de l'espace-temps
que si on considère que la gravitation est une force capable de courber l'espace-temps. À quelles conditions peut-on avoir les mêmes équations? Eh bien, une condition qui est suffisante, c'est si on a que les Lagrangiens sont égaux. Si le Lagrangien de la relativité générale égale celui de la gravitation disruptive, alors les deux visions sont équivalentes. Et bien pour ça, il suffit que ce soit égal. En prenant une horloge particulière, on prend l'horloge du corps qui se déplace. Et quand on fait ça, les équations se simplifient. Quand on prend cette horloge-là, ce terme-là, il est égal à la vitesse de la lumière, donc on le note C. Et ce terme, ici, pareil, vitesse de la lumière aussi, c'est le même. Donc la condition pour pouvoir interpréter la gravitation comme une force capable de courber l'espace-temps, la condition suffisante, ce serait de dire que les Lagrangiens sont égaux, c'est-à-dire, en toutes lettres, moins m0c au carré est égal à moins mc2 moins m phi. Et on obtient donc que m est égal à m0 divisé par 1 plus phi sur c2. Donc ça, c'est un premier résultat extrêmement important. Parce que, en introduisant le concept de relativité de la masse, qui est un concept qui en fait est naturel, parce que déjà, actuellement, on considère que la masse est relative, c'est-à-dire qu'on parle de masse au repos et de masse relativiste. Là, on introduit une seconde façon de considérer la relativité de la masse. On considère que la masse est relative par la gravitation. Et si on fait ça, eh bien on voit que considérer que la gravitation est une courbure de l'espace-temps, c'est pareil que considérer que la gravitation est une force capable de courber l'espace-temps. Alors pour les puristes, c'est une équivalence en réalité, mais c'est un peu plus loin à démontrer. Donc il suffit de considérer que la masse est relative de cette façon-là pour que la gravitation comme force capable de courber l'espace-temps donne les mêmes résultats que la gravitation comme une courbure de l'espace-temps. Mais par contre, ça a des conséquences fondamentales. Alors, première conséquence, on viendra en fait aux conséquences différentes, mais en fait, pour commencer, on va introduire un nouveau concept qui apparaît naturellement en considérant donc la relativité de la masse. Le concept qu'on va introduire, c'est le concept de énergie apparente. Donc, quand on a un rayonnement, un signal lumineux, donc de la lumière qui part de l'espace pour aller vers la Terre, comme le temps s'écoule plus lentement sur Terre que dans l'espace, eh bien on voit que la fréquence du signal va varier. Le signal a une fréquence qui diminue, qui est décalée vers le rouge. Alors si on considère la lumière comme étant des photons, l'énergie d'un photon dépend de sa fréquence, eh bien en relativité générale, on va considérer que le photon perd de l'énergie à mesure qu'il avance vers la Terre. En gravitation disruptive, en réalité, on considère que le photon a la même énergie et que ce qui change, c'est son énergie apparente. En fait, c'est un peu analogue à un effet Doppler. C'est-à-dire que si vous avez un rayonnement lumineux qui vient vers vous et que vous reculez, par effet Doppler, le rayonnement lumineux va avoir une fréquence qui diminue. Et donc, si on parle en termes de photons, les fréquences des photons, ils diminueraient. En fait, non. C'est la fréquence apparente du photon qui diminue, donc son énergie apparente qui diminue, mais son énergie reste la même. Et vous allez voir comment ça intervient, comment ça apparaît naturellement en gravitation disruptive, en considérant que la masse est relative. Alors pour le faire apparaître, on va utiliser l'équation la plus célèbre de Einstein, que vous connaissez absolument tous, j'en suis certain. Il s'agit, je vais y arriver, du fameux E égale mc2, que je vais écrire en toutes lettres. Donc E égale mc2. Alors cette équation, si la masse au repos est relative, eh bien elle va contredire la conservation de l'énergie. Pour que la conservation de l'énergie soit maintenue, il faut que E soit égal à mc2 multiplié par 1 plus phi sur c2. Donc là, vous voyez pourquoi? Parce que m est relatif, c'est m0, donc la masse au repos en l'absence de champ gravitationnel, en l'absence de potentiel gravitationnel, que divise 1 plus phi sur c2.
Donc on remultiplie par ce terme-là pour annuler la division. Et du coup avoir une énergie qui ne varie pas, qui est conservée. Donc ça, c'est l'équation qui va remplacer E égale mc2. Et à partir de ça, on va introduire naturellement la notion d'énergie apparente comme ceci. On va noter E phi, l'énergie apparente, qui est égale à M0 C2 fois 1 plus phi sur C2. M0, c'est la masse du corps en mouvement en l'absence de champ gravitationnel. On va l'appeler la masse libre. Alors ça, on va le réécrire comme ceci. E phi est égal à E0 fois 1 plus phi sur C2. Donc en fait, c'est pareil, j'ai seulement écrit que E0 qui est égal à ceci. Donc, cette formule, pour les puristes, c'est aussi valable pour une particule relativiste. Hein. Si la particule est en mouvement, son énergie, en fait, on écrit gamma m0. Hein, et puis ce serait en fait l'énergie relativiste en prenant gamma étant le facteur de Lorentz. Ça, c'est pour les puristes, je ferme la parenthèse. Donc, en utilisant donc cette formule-là pour un photon, l'énergie d'un photon s'écrit h nu, où h c'est la constante de Planck. Donc, on va écrire h nu phi, l'énergie apparente du photon, et on va écrire donc que c'est h nu 0 fois 1 plus phi sur C2. En écrivant ça, eh bien, on simplifie les constantes de Planck, on retire h des deux côtés, et on voit que la fréquence apparente du photon, c'est nu 0 fois 1 plus phi sur C2. Alors ça a une signification physique. En fait, d'après la relativité générale, on aurait nu phi est égal à nu 0 fois racine de 1 plus 2 phi sur C2. Eh bien, ces deux formules sont extrêmement proches. L'écart entre les deux formules, c'est en 1,5 de phi sur C2, le tout au carré. C'est ça l'écart entre les deux formules. C'est extrêmement faible. C'est faible, mais c'est mesurable. Ce qui fait que la gravitation disruptive est une théorie que l'on peut falsifier. C'est-à-dire que si on fait des mesures de décalage vers le rouge extrêmement précis, et qu'on voit que la vraie formule, c'est celle-ci, et non pas celle de Einstein, alors ça validerait la gravitation disruptive et ça invaliderait la relativité générale. Ou bien si on trouve qu'en fait, effectivement, c'est la formule de Einstein qui est juste, alors la gravitation disruptive serait donc fausse d'emblée. Donc ça, on vient de comprendre maintenant d'où vient, enfin, pourquoi est-ce qu'on appelle cette quantité-là l'énergie apparente. Et ça donne donc un sens à la relativité de la masse. Donc, vous avez compris maintenant les grandes lignes de la gravitation disruptive, comment elle diffère de la relativité générale, et je vais maintenant vous montrer deux conséquences. La première conséquence de considérer la gravitation comme une force capable de courber l'espace-temps et non pas juste comme une courbure d'espace-temps, c'est pour la gravitation quantique. La raison pour laquelle actuellement on n'arrive pas à marier la gravitation avec la mécanique quantique, j'ai failli dire la relativité générale avec la mécanique quantique, et j'aurais dû le dire d'ailleurs, parce que en réalité, en relativité générale, comme la gravitation est une courbure de l'espace-temps et non pas une force, alors qu'en mécanique quantique on ne traite que des forces, eh bien il est très très dur de réconcilier les deux. Mais maintenant qu'en gravitation disruptive, on considère la gravitation comme une force capable de courber l'espace-temps, eh bien, rendre la gravitation quantique devient un jeu d'enfant. La deuxième conséquence de très haute importance, c'est au niveau de la cosmologie. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait autant besoin d'une gravitation quantique? La raison était que on considère que l'univers est en expansion et que quand on rembobine le film de l'expansion, on va arriver à un point dans l'histoire de l'univers où l'univers était tellement chaud qu'il arrivait à une singularité, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, on arrive à un point dans l'histoire de l'univers où il faut absolument une théorie quantique de la gravitation pour décrire les premiers instants. C'est pour ça que la gravitation quantique est, depuis environ un siècle, le saint graal de la physique. Mais le problème, c'est que
La raison pour laquelle on pense que l'univers est en expansion, c'est parce qu'on voit un décalage vers le rouge des galaxies. C'est-à-dire que si j'ai une galaxie qui est au loin, eh bien l'observateur, il voit une lumière de la galaxie qui va avoir une fréquence qui diminue, qui est d'autant plus diminuée que la galaxie est lointaine. Eh bien, en fait, ce décalage vers le rouge, en gravitation disruptive, il n'est pas attribué à une expansion de l'univers, il est attribué à un autre phénomène. Je vais vous expliquer. Imaginons que l'univers a un temps zéro. C'est né à un temps zéro. D'accord? En fait, ce qui va se passer, c'est que l'influence de la gravitation va augmenter au fur et à mesure que l'univers gagne en âge. Donc, si l'univers vient de commencer à naître, on va imaginer ici plusieurs atomes de matière qui sont apparus, soit, disons de la matière simplement, peu importe. Eh bien, à un temps donné, disons qu'après 1 an d'existence de l'univers, chaque élément de matière va avoir une influence qui aura parcouru une distance de 1 année-lumière. Et ça pourquoi? Parce que la gravitation est une force, et donc le temps que la force passe d'un point A à un point B, eh bien, ça prend un certain temps en fait parce que le signal se déplace à une vitesse donnée qui ne dépasse pas la vitesse de la lumière. Donc, plus le temps va avancer, donc plus l'univers va gagner en âge, et plus en fait l'influence de la gravitation va se faire sentir. Ce qui veut dire que l'influence de la gravitation aujourd'hui n'est pas le même que dans le passé. Or, quand je regarde une galaxie qui est lointaine, je la vois telle qu'elle était dans le passé, parce que la lumière a mis un temps à me parvenir. Donc je la vois sous un potentiel gravitationnel qui est différent, ici dans le passé. Donc là, c'est le potentiel du passé, et là, c'est le potentiel de maintenant. Bon, j'écris mal, hein, mais c'est pas grave. Et donc, cette différence de potentiel entre le passé et le présent fait qu'on va voir une fréquence apparente qui va changer. C'est ça qui explique le décalage vers le rouge des galaxies. Et quand on met ce phénomène-là en équation, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle les diagrammes de Hubble, et qu'on arrive à très bien l'expliquer sans avoir besoin d'énergie noire. Et en plus, dans ces diagrammes-là, ce qu'on appelle le paramètre de Hubble n'est plus un paramètre cosmologique. Il se dérive d'autres paramètres. Donc là, pour résumer, en réalité, ce phénomène-là est exactement similaire à un décalage vers le rouge gravitationnel, où on a sur Terre un temps qui s'écoule différemment que dans l'espace. Et donc, quand on envoie un signal lumineux depuis l'espace vers la Terre, ce signal a une fréquence qui va baisser. Parce que le potentiel de l'espace est plus faible que le potentiel sur Terre. De la même façon que le potentiel dans le passé était plus faible que le potentiel dans le présent. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais aborder cette fois-ci comment est-ce qu'on va calculer la métrique en gravitation disruptive. Donc en fait, ce ne sont pas les équations de Einstein qu'on va utiliser. Les équations de Einstein, elles se basent sur un principe qu'on appelle le principe d'équivalence de Einstein. En gravitation disruptive, un nouveau principe va apparaître qui fait intervenir l'énergie apparente. Et ensuite, je pense que j'ai fait un peu le tour. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.